Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité et l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, vous le savez. Initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Patrice. Alix, on y va pour le sommaire de cette nouvelle émission. De ce nouveau Mag, de l'emprise à la prise de parole, le Mag reçoit aujourd'hui Isabelle de Mongeau, l'ancienne championne de tennis. Je dis ancienne, mais bon, on est champion à vie. A fait rééditer son livre Service volé, enrichi de 5 chapitres supplémentaires. Un témoignage puissant sur les violences sexuelles et le phénomène d'emprise. On en parle dans un instant. Agression, violence sexuelle, le sport n'est pas épargné, vous le savez. Comment protéger les jeunes champions et championnes? Quelle prévention, quel protocole faut-il mettre en place aujourd'hui? Est-ce que les différentes fédérations sont, oui ou non, réceptives? Bref, est-ce que l'on avance enfin? On se posera bien évidemment toutes ces questions avec Isabelle de Mongeau. La loupe. Oui, je vous parle d'un livre-disque engagé qui dénonce les violences sexuelles faites aux enfants. C'est celui de l'association Mon Petit Loup, du même nom, Mon Petit Loup. Ce sera au cœur de l'expression orale que voici. Bonjour Isabelle de Mongeau. Bonjour. Merci d'être montée à Paris pour venir nous voir sur notre plateau de School TV Le Mag, ancienne numéro 2 française de tennis, ex-numéro 24 mondial, top 25 quand même, il faut le rappeler, chargée de mission intégrité technique à la FFT. C'est ça s'appelle la réhabilitation avec ma fédération et je suis très contente aujourd'hui de travailler à leur côté. J'ai retrouvé ma deuxième famille. Vous avez retrouvé votre deuxième famille, parce que c'est vrai qu'on va en parler assez rapidement, ça n'a pas toujours été facile. Conférencière, bien évidemment, fondatrice de l'association. Bien joué. Elle a quel âge cette association maintenant? Elle est toute récente, elle a 4 mois. 4 mois. Et quelle est son ambition? En fait, je trouvais que la difficulté, c'est qu'on très souvent, quand on fait appel aux victimes, on leur demande de monter des associations pour aider d'autres victimes. Ouais. Et je ne me sentais pas la force, en tout cas, de passer à travers toutes ces étapes-là. Et je n'avais pas envie de passer ma vie, en fait, dans les violences sexuelles, parce que je l'ai passé très largement. Ouais. Et je me suis dit, un jour, j'arriverai peut-être à construire l'avenir. Et moi, j'ai envie d'être sur l'avant. Et je me suis dit que des conférences que je mène avec des experts qui m'entourent, parce que moi, je ne suis pas experte. Avec souvent des extraits du téléfilm, parce que bien sûr, il y a le livre Service volé qui a été publié en 2007, la réédition avec 5 chapitres supplémentaires, préface Yannick Noah et Boris Cyrulnik. Oui, et d'ailleurs, la préface de Yannick, elle est intéressante. On l'a maintenue dans ce deuxième livre, parce que, en fait, il dit bien qu'il était là, il dit bien qu'il voyait des choses, et il dit bien qu'il était malheureux, en fait, après, par la suite, de ne pas avoir peut-être s'être rapproché de moi. Et le film a fait un gros changement. Le téléfilm est sorti en 2021. Et c'est vrai que j'ai senti dans la tête des gens et dans leur regard et dans du soutien. Soutien enfin. Une certaine... Ouais, ils étaient complaisants, ils étaient admiratifs aussi quand même. Et je pense que personne n'a imaginé le combat. Est-ce que les regards étaient incriminants avant, Isabelle? Oui, alors moi j'ai passé, ça s'appelle, en fait, j'ai puisé dans des regards. Ça a été très difficile que des gens me regardent difficilement, ou baissent la tête, ou tournent la tête. Ouais. J'ai perdu quelques partenaires parce que très souvent on me disait, mais on voit d'abord la femme violée que tu as été et non la joueuse de tennis et ton expérience. Donc j'ai souffert, même pour trouver du travail dans des clubs de tennis où on me disait même, mais je ne sais pas si les parents vont envoyer leurs enfants. Donc il y avait vraiment de grosses branches d'arbres devant moi en me disant, mais comment je vais faire? Et je me suis reconstruite petit à petit en m'entourant de bonnes personnes, en essayant de faire le point aussi avec ma famille. Je crois que le livre a fait que on s'est regroupés, on s'est de nouveau unis. On pardonne dans ce moment-là aussi? Oui, bien sûr. En fait, je pense qu'au moment où tout est sorti en 2007, c'est vrai que je me suis retrouvée à faire une thérapie et je me suis dit, finalement, j'aurais dû penser à ce que toute la famille soit traitée aussi. Parce que, aussi, il y a beaucoup de culpabilité. Ils ont été montrés du doigt et pourtant, je pense qu'ils ont fait partie de la même emprise que moi j'ai subie et cet homme avait le pouvoir sur tout, sur mon quotidien, sur ma vie, sur mon tennis, sur ma sexualité. Et forcément, ça fait très mal. Et j'ai eu mon papa qui a pleuré énormément à la suite du livre parce que le livre, il est percutant, parce que le livre, je suis allée avec donc Laurence Descréaux qui l'a écrit avec moi sur les lieux pour que j'exprime exactement ce que je ressentais. Et je crois que tout ça, ça aide à guérir aussi dans le temps. On a dit préface de Yannick Noah, et ça vous l'avez conservé, et son regard est intéressant. C'est également préfacé par Boris Cyrulnik, qui vous a remis, je crois, la Légion d'honneur. Est-ce que justement, dans une vie faite de combats,
faites des preuves, ce moment-là, on arrive à le savourer, on arrive à se retourner sur ce. Oui, ça s'appelle la reconnaissance et la reconnaissance de l'État, donc forcément ça fait plaisir. J'avais eu le mérite. Aujourd'hui, la Légion d'honneur, ce sont des étapes importantes. Aussi parce que j'ai une petite fille qui a 10 ans, qui était fière, qui en a parlé dans son école quand ils ont traité la Légion d'honneur, ce que c'était. Elle m'a dit, Maman, est-ce que tu peux me la passer? Je la montrerai à mes copains. Donc, et puis le moment fort du moment où je décide que ça soit Boris Cyrulnik, qui est quand même sur la résilience un homme exceptionnel et qui habitait pas loin hier. Donc on était à la Quels ont été ses mots? Il a parlé énormément, il a fait tout un... je crois qu'il a trouvé que j'avais bien avancé dans mon chemin de résilience et que... Il a traité tout ce sujet-là et j'ai bien aimé aussi, il avait écrit le sport de petit niveau, c'est plus sympa que le sport de haut niveau et c'est vrai que quand on a poussé les corps au maximum, c'est dur aujourd'hui de pratiquer les hautes sphères et on amène en tout cas les sportifs de plus en plus loin et c'est vrai que par moments je me dis quand même c'est dur quoi. Je rappelle que vous avez porté plainte, c'était en 2007 contre Régis de Camaret pour des viols subis entre 1980 et 1989 et puis s'en a suivi toute une quête et on va bien sûr l'évoquer. D'autres victimes, c'est comme ça que d'ailleurs qu'il a pu être condamné. Parce que les faits n'étaient pas prescrits, effectivement, pour 2 mineurs. Voilà, et ça a été un vrai combat. Comme je dis, à un moment donné, on peut rencontrer les bonnes personnes. Le premier, ça a été mon médecin qui me parle de séquelles physiques dues à des violences sexuelles que j'ai dû subir. Il me dit, il faut y aller, il faut porter plainte. J'ai plus le temps de porter plainte parce que je suis prescrite. Et puis, 15 jours après, sur le tournoi de l'Open Gaz de France, je rencontre une ex-joueuse de cette période-là. Ouais. Et qui me dit, ma sœur a porté plainte il y a 2 ans, dossier qui a été mis clôturé sans suite. Et là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible ce que tu me racontes et tout. Et du coup, de là, on a commencé à se dire qu'il y avait énormément de joueuses qui étaient venues, de tous les environs, parce que c'était le centre très connu, privé, en dehors de la fédération. Et là, on s'est dit, on va peut-être commencer à appeler. C'est le moment où je rentrais chez moi, dans le sud. Et j'ai pris mon téléphone, allô, comment tu vas ? Je voulais avoir des nouvelles, voilà ce que j'ai subi, si un jour tu as envie d'en parler. Elle me rappelait ou pas, il n'y avait pas de pression du tout. Et j'ai trouvé très vite 4 filles. Et puis j'ai fait cette rencontre fin août. Donc là, c'est en 3-4 mois que ça s'est fait. Et fin août, je rencontre un gendarme dans une soirée tropézienne chez des amis. Et le gendarme, il me croit. Mais il me croit à tel point qu'il me dit, ton dossier avec les autres, vous allez le déposer sur le bureau du procureur. Et à partir de là, moi, je le prendrai, ce dossier, et je t'assure que je te rappellerai le jour où je l'aurai arrêté. Et c'est lui qui change la donne. C'est le fait de s'entendre dire déjà, Isabelle, je vous crois. Ah mais c'est incroyable. Et je pense qu'il y a des signaux. Je pense qu'eux-mêmes, ils ont des signaux quand ils font des regroupements et qu'ils essayent d'avoir des paroles des unes et des autres. Je pense qu'ils ont des signaux comme quoi on dit la vérité ou pas. Et je pense qu'on a tous en nous un petit peu peut-être des intuitions, des fragilités, des hypersensibilités où je pense que parfois on peut sentir qu'il y a des gens qui sont border et on se dit tiens, on peut s'en méfier. Et les gendarmes sont en tout cas formés à ça. Et de là, en 2007, puisque ça a commencé tout en 2005, là, le début de la procédure, il fallait trouver des victimes qui étaient non prescrites. Et il a réussi à les trouver, que je n'avais pas côtoyé dans ce centre d'entraînement. Et heureusement, elles ont accepté d'y aller. C'était très, très, très difficile. Mais du coup, on a avancé tout ensemble et ça a été très fort. Voilà. C'est combien de victimes retrouvées aujourd'hui ? 25 exactement, plus je dirais toutes celles qui n'ont pas pu parler, parce que le temps de la parole, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Le moment où il arrive, il faut qu'il soit entendu, et c'est vrai que j'avoue, on me dit, j'ai très souvent entendu, mais pourquoi tu n'as pas parlé ? Mais en fait, j'ai quand même parlé. Alors, j'ai pas parlé pendant les faits, j'ai quitté cette structure, et très vite en 92, parce que j'entends qu'il y a des rumeurs qui se passent aussi, encore des choses. Je me dis, je vais aller informer la Fédération française de tennis. Et là, M. Chatrier, à l'époque, sa secrétaire et M. Jean Polotte sont dans le bureau. Je suis accompagnée de joueuses de l'époque. Et je sais pas, ils me croient pas. Et rien ne se fait parce qu'il y a des enjeux financiers, parce que Nathalie Tauziat est la meilleure joueuse française,
est pas loin d'être une des meilleures joueuses, dans les meilleures joueuses au monde, et qu'il y a un tournoi féminin à Bayonne dont s'occupe Jean Pelote, et donc il a besoin d'une tête d'affiche. Qui elle aussi était sous son emprise, Nathalie Tauziat, du coup. De toute façon, l'emprise, elle est simple, c'est sur votre vie sportive, sur votre vie personnelle, sur votre vie sexuelle, mais à ce moment-là, moi, je ne sais même pas ce que c'est d'avoir une relation, parce qu'on ne m'a pas éduquée à ça. Moi, mes parents, ils ont 90 ans, donc, mon papa est plus là, mais j'ai ma maman qui a 94 ans, et forcément, pour ces générations-là, c'était difficile aussi de savoir comment il fallait faire. Et au moment où moi, j'annonce réellement ce qui se passe, parce que ça sort au cours d'un massage, je leur dis, il m'a fait quelque chose de pas bien. Donc c'est là où on voit l'évolution, où c'est vraiment qu'après, quand je me suis lancée à l'écriture de ce livre et à récupérer tous les articles de journaux, de pouvoir répertorier. Et là, je me dis, en fait, ça a commencé en 80, 81, 82. Et là, je me disais, mais punaise, ça a duré 9 ans. Et moi, j'ai l'impression que ça a peut-être duré qu'1 an. Et ça a eu quel impact sur votre reconstruction de découvrir ce nombre de victimes si important ? C'est affolant, où on se dit mais comment on n'a pas pu à un moment donné se glisser des informations entre nous. Alors on sait qu'il y a toujours une forme de jalousie, on veut toujours être celle qui est le plus entraînée. Il y avait les mamans aussi qui jouent un rôle. Je dois dire que s'il n'a pas couché avec certaines de ses filles, il a couché avec la maman parce que on payait moins cher. Donc il faisait des efforts en disant mais si un jour votre fille joue bien et au plus haut niveau, je me rattraperai, vous me paierez à ce moment-là. Donc c'était vraiment un deal où lui il s'est isolé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres personnes dans son environnement pour la préparation, il n'y avait pas d'autres coachs. Il était le seul à contrôler le tout, à isoler tout le monde. Et finalement c'est là où on se rend compte que dans les victimes, il y en avait qui avaient 7 ans, 8 ans. Il y en avait qui avaient 11 ans, il y en avait qui avaient 15 ans. Il y a tout... En fait, je dirais presque parfois, il a négocié, je pense que il a essayé de voir aussi le profil des parents. Et c'est vrai que mon papa était très gentil, il était artisan à Saint-Tropez, et je pense que là aussi, il lui a mis une certaine emprise. Peut-être qu'avec des parents, je donne l'exemple de Nathalie Tauziat, avec son papa qui était directeur d'une entreprise à Toulon, je pense qu'il s'y frottait peut-être un peu moins, donc il analysait complètement. Il savait à qui il avait affaire et comment le prendre. Je ne dis pas que c'est peut-être... Elle a dit que rien ne s'était passé, mais je dis qu'à un moment donné, en fait, c'était très manigancé à l'avance, quoi. Et c'est très triste de voir que on a été toutes atteintes sur plusieurs années, d'ailleurs, et ça a duré longuement. C'est encore plus difficile de parler quand ça marche. Je veux dire, quand vous avez les résultats sportifs, je rappelle, ex-numéro 2, deuxième joueuse française de tennis, et dans le top 25 mondial. Ah oui. Encore plus dur de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, je gagnais et les autres gagnaient. Et celles qui ne gagnaient pas, elles pensaient qu'elles étaient violées parce qu'elles ne gagnaient pas, parce qu'elles perdaient. Donc en fait, il y a un phénomène assez particulier où on se dit qu'on n'a pas le choix. Alors, je dis toujours, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qui pourrait être le prochain coach, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc finalement, on se dit, là, j'avance toujours. Et c'est vrai que j'ai pris des réflexions juste derrière où on m'a dit... En fait, avec lui, tu gagnais, quoi. Et ça fait mal. En fait, c'est au fur et à mesure des années où je me rends compte qu'en fait, le seul gros tournoi de ma carrière que j'ai gagné, c'est en 91 à Westchester. Et je me rends compte que sur cette semaine-là, je n'ai pas de coach. C'est-à-dire que j'ai pu jouer libéré sans avoir un humain qui me dise comment il fallait, ou me coacher, ou me préparer, ou m'encadrer. Et ça, c'est un signe, Vous avez joué libéré. Parce que ma problématique, c'est que quand, en 89, donc je quitte la structure, je continue, je fais le choix de continuer ma carrière, et je me dis, il va falloir quand même t'acceptes de le côtoyer encore sur le circuit, parce qu'il entraînait une autre joueuse. Présent, Donc en fait, il reste présent dans mon environnement. Il se cachait parfois derrière les arbres pour voir mon match. Donc en fait, pour moi, il a toujours été pas loin, en fait. Et voilà, et quand j'ai pu me sortir de tout ça, quand j'ai vraiment quitté ma carrière en 97, où j'ai dit, allez, stop, maintenant, j'en peux plus. J'ai envie d'une autre vie, quoi. Mais voilà, ça a été lourd, en tout cas, ça a été difficile. On sort vraiment de tout ça, ou on commence à sortir de tout ça le jour où il est condamné?
Alors, la condamnation, elle fait du bien parce que sur les deuxièmes assises, il a été quand même avec un des ténors du barreau qui était M. Dupond-Moretti. Il a pardonné à la fin. Donc, cette parole, on la prend pour nous, pour toutes. Pour il a pris 8 ans, c'est son première instance, et 10 ans et 10 ans après, mais je trouve que pour 25 victimes, c'est peu. Et il a fait que 7 ans, et il est sorti déjà depuis quelques années. Et le pardon, en tout cas son pardon de la fin, je trouve qu'il est nécessaire, il fait du bien sur le moment. On sent en fait beaucoup plus légère. On sait que toute la partie de cette procédure, elle est lourde, parce que parler à la barre, c'est très éprouvant. Moi, je suis restée 2 heures sur les premières assises où je tremblais. J'ai mon corps qui parlait en même temps que je parlais. Et la deuxième fois, j'ai réussi à être beaucoup plus sereine. Et donc, on apprend de toutes ces étapes. Mais ça épuise quand même. Et la figure de l'entraîneur est au cœur de la problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez s'ils sont mieux encadrés ? Alors aujourd'hui, moi j'ai voulu aller de l'avant et je prône pour un entraînement bienveillant, pour essayer justement de former, et j'aimerais bien travailler sur cet aspect-là avec ma fédération, pour que à un moment donné, on puisse leur apprendre à essayer d'avoir la bonne parole. Pas d'humiliation aussi, parce que ça peut commencer dès la première fois. La violence peut apparaître dès les premiers mots, quand vous rentrez dans une école de tennis. Et si on vous met de côté... 6-7 ans... Et l'enfant peut vous dire, bah non, le prof, il m'a pas parlé pendant 1 heure parce qu'en fait, je suis pas bon, donc je vais peut-être arrêter. Ou lui, il m'a mis la main aux fesses. Je sais pas, à un moment, il a voulu me toucher, ça m'a pas plu. Ou le discours, c'est t'es une grosse vache. Ou voilà. Donc, en fait... Il y a un moment où t'es jolie, où ta tenue, voilà, t'as une petite jupe super sympa, voilà. Et je crois que nos dirigeants aujourd'hui vont être formés à ça. Moi, je fais des webinaires avec la fédération. Et ils y sont plus sensibles, les présidents de clubs ? On y est. Ça a mis du temps, tout ça. Je sais que ma fédération a été une des premières pionnières sur cette thématique-là, parce qu'ils ont été confrontés à cette affaire-là et à celle d'Angélique Cauchy. Mais on voit la différence entre mon époque et l'époque d'aujourd'hui, où, en fait, ma fédération se porte pas partie civile à l'époque. Aujourd'hui, elle se porte partie civile, surtout les cas de violence de ce genre. Donc, ça, c'est un appui énorme. Quand vous êtes dans les temps, vous avez un appui financier aussi, à un moment donné, il y a une forme de reconnaissance aussi par rapport à tout ça. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de signer quelques contrats, je suis toujours sur le terrain, je donne des cours. On est toujours la volée. Voilà. Et voilà, donc c'est lourd de conséquences. À un moment donné, je l'appelle le handicap invisible, parce que il ne se voit pas. Et il y a des séquelles qui sont psychologiques. Moi, j'ai quelques orages électriques aujourd'hui, j'ai une perte d'équilibre. Et je pense que plus vous parlez tôt, plus vous allez pouvoir traiter ce genre de mots pour que ça aille mieux plus tard. Et ça se déclenche. Moi, c'est quand ce médecin me dit « vous avez des séquelles physiques » que là, je me dis « mais non ». Quoi, en plus, il m'a bousillé à l'intérieur de ma chair. C'est ma chair, en fait. Et là, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Et voilà, je suis heureuse d'avoir permis, en tout cas, et d'avoir... ce parcours était difficile, mais aujourd'hui, voilà. Vous avez encore des témoignages aujourd'hui, Isabelle de Mongeau, de personnes, par exemple, quand vous faites ces conférences, je crois que vous en avez fait une très récemment à Lyon, de personnes qui vous disent merci de m'avoir inspiré, merci de m'avoir donné la force. Oui, il y a des coming out qui arrivent aussi dans la salle, des gens qui se permettent à un moment donné de sortir quelque chose, de raconter leur histoire. Donc ça amène beaucoup de choses, je trouve, intéressantes. Comment c'est traité avec les extraits du film, forcément, ça percute un peu plus. Vous le savez, l'audiovisuel, l'image forte et ce qui se passe dans le téléfilm, ça parle directement, donc ça percute chez les gens. Et à partir de là, on tourne autour avec des experts. Et j'avais vraiment... j'avais pas envie de le faire toute seule cette démarche-là, avancer. Et j'ai des gens extraordinaires comme Philippe Lyotard, Pierre-Emmanuel Dorignac qui a traité ce sujet depuis plusieurs années maintenant, et qui sont très importants à mes côtés, quoi. C'est l'heure de la loupe, vous restez avec nous bien sûr, Isabelle de Mongeau. Et la loupe, c'est avec Alix. J'ai pas réussi à tourner la page assez vite, je suis désolé.
Alors, la musique peut tout dire, même l'indicible. Et oui, c'est le pari de Mon Petit Loup, un livre-disque engagé qui met en lumière un sujet douloureux, les violences sexuelles faites aux enfants à travers des voix de la chanson française et un livret. Ce projet vise à sensibiliser, soutenir et libérer la parole. Derrière cette initiative, Nicolas Puluen, musicien et militant, il a réuni autour de lui des artistes comme Catherine Ringer, Didier Vampas, Alban de la Simone ou encore les Ogres de Barbac. Chacun d'eux a prêté sa voix pour raconter, dénoncer et surtout donner de l'espoir aux victimes. Je vous propose qu'on en regarde un petit extrait. Sous la mer, sous l'océan, les bateaux glissent à l'envers comme les nuages en hiver de ton enfance. Noyé au gré du courant, le soleil n'est plus qu'une ombre, un reflet dans la pénombre de l'existence. Et le point de départ de cet album est une statistique glaçante rappelée par le juge Édouard Durand. Chaque année, en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Pour sensibiliser, le choix du livre-disque plutôt, permet d'aborder ce sujet avec délicatesse en associant les mots à la musique. Chaque chanson est accompagnée d'un texte de son interprète. On écoute Nicolas Puluen, le président de l'association Mon Petit Loup. Pour bien comprendre la genèse de l'association Mon Petit Loup, il faut remonter donc à ce livre que j'ai écrit en 2023 qui s'appelle Mon Petit Loup et qui est un titre emprunté à Pierre Perret qui m'a gentiment fait la préface du livre. C'est une chanson qu'il a écrite en 79, justement une chanson d'une grande consolation pour parler à un enfant qui avait été victime de violences sexuelles, même si c'est pas évident à la première lecture, c'est bien de ça dont on parle. Suite à cette édition de livre, en fait, j'ai créé une association. Je me suis entouré de gens qui m'ont aidé, avec lesquels on a créé des ateliers d'écriture. On a également fait beaucoup et on continue à faire des interventions dans les milieux scolaires pour parler de ces choses-là, pour en parler, pour parler de ce que la littérature, de ce que la musique peut apporter dans ce genre de blessures. Et pour revenir justement à la musique, nous avons invité des artistes, une vingtaine d'artistes pour sortir cette compilation. Une compilation donc, que nous destinons à tout public et dont l'idée est en fait de la faire utiliser par les gens adultes qui sont en contact avec le jeune public pour leur faire écouter les chansons, leur demander ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont compris et de là passer des messages, peut-être détecter, peut-être comprendre certaines choses et en tout cas donner le bagage à des enfants pour que ce genre de violence sexuelle soit évité au maximum. Donc voilà, un outil modestement qu'on voudrait voir utilisé par toutes les écoles, tous les lieux où il y a public enfant. Et au-delà de l'album, Mon Petit Loup est une association qui œuvre au quotidien pour accompagner les victimes. Pour Nicolas, l'écriture aura été un véritable exutoire. Elle lui a permis de comprendre ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi, ce grâce à quoi il a pu mettre des mots sur sa part d'ombre. Mon Petit Loup a donc vu le jour en 2023, prenant conscience de la puissance de l'écriture et de la musique comme thérapie. Guillaume a souhaité partager ses outils avec d'autres victimes. L'association propose aux enfants et adultes victimes de violences un espace sécurisé où ils peuvent s'exprimer et entamer le chemin de la reconstruction. Il l'a dit, il propose des ateliers d'écriture, des ateliers musicaux et même des consultations gratuites ou encore des interventions en milieu scolaire. Isabelle, on le voit, l'art, en tout cas dans son cas, a joué un rôle déterminant dans sa reconstruction. On a des gens extraordinaires qui essaient d'avancer et qui ont des talents et qui ont eu des bonnes idées et je trouve que l'éducation nationale, je pense qu'on a un rôle majeur pour traiter ça dès le plus jeune âge. J'ai une petite fille de 10 ans et je crois qu'ils sont capables tout de suite de comprendre comment il faut réagir. Et je dirais que ce nouveau monde, il est préparé, il est en tout cas, il y a plus, les parents sont plus intéressés, les réseaux aident forcément et je crois que c'est essentiel à un moment donné la chanson, je trouve que ça parle bien, quoi. C'est chouette. Bravo. Je dis souvent que en tout cas pour moi, les sportifs de haut niveau et les sportifs de haut niveau sont des super-héros. Bien sûr, vous êtes entraîné physiquement pendant des heures, vous avez fait vos gammes, vous n'avez pas cessé de répéter vos gammes. Il en va de même pour le mental, c'est le mental qui vous a sauvé aujourd'hui.
Ce qui m'a sauvée, oui, j'étais une battante, je descendais les pentes de ski, j'avais peur de rien. Par contre, cet homme, au fur et à mesure, m'a tout enlevé, toute la confiance que j'avais. Et ça, c'était très difficile parce qu'après, j'ai dû reproduire très souvent dans ma relation amoureuse, plutôt toujours une forme d'emprise avec les personnes avec qui j'étais. Mais je me suis battue aussi pour me marier avec une femme, je me suis battue pour avoir un enfant parce qu'on n'avait pas. Donc, en fait, je me rends compte que voilà, j'avance, je veux aller vers le mieux parce qu'on ne peut pas oublier, il y a trop d'informations qui arrivent qui font qu'on ne peut que y retourner. Mais j'ai plus trop envie d'y retourner non plus. Ce livre, il est fait pour qu'il y ait un espoir, en tout cas pour toutes ces victimes, d'y aller, de peut-être d'aller jusqu'au bout de ce livre où il manquait la partie heureuse, en fait, de cette fin heureuse qui était absolument nécessaire. Pour moi, la boucle est bouclée. Il faut revoir le combo entraîneur-joueuse. Alors, avec ce binôme qui partage tout, de jour comme de nuit, qui passe 365 jours par an collé là. Oui, alors c'est sûr que il faut le redéfinir, ce binôme, ça, ou pas? Certainement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez les joueurs de haut niveau, ils ont 6 coachs autour, hein, donc ça permet quand même une relation un peu différente et tout. Ouais, mais ça, y a tout un staff. Mais ça, il faut avoir les moyens. Mais avant cela, il faut éviter l'isolement. Et pour moi, ce qui est nécessaire, c'est que l'enfant, enfin le jeune élève ou déjà le bon joueur de tennis, il doit s'approprier son tennis. Moi, j'ai peiné à un moment donné, vraiment parce que j'avais pas envie de jouer un tennis défensif, je voulais aller vers l'attaque et qu'on m'a empêché d'être moi-même. Et ça, c'est la première chose qu'il faut apprendre à nos jeunes, c'est de construire une identité de jeu qui nous corresponde et puis essayer de le rendre aussi autonome. Et ce one-to-one, je pense que c'est possible, que les joueurs sont tout à fait capables d'aller faire des tournois sans toujours avoir un coach ou toute une équipe autour. Voilà, on a vu quelques grands champions le faire aussi, quand Roger n'avait pas de coach par-ci, par-là. Mais je crois qu'il faut aussi se faire confiance et il faut se construire toute une carapace, mais d'expérience, en fait. Et plus on va chercher les expériences, enfin, pour moi, je ne serais pas pour un coach unique, je serais plutôt, j'aurais tendance à dire aux parents aujourd'hui, allez vivre des expériences avec différentes thématiques, le jeu à l'espagnol, le jeu à la française, le jeu à l'américaine, et surtout l'échange. Et les parents, ils doivent maintenir leur place. C'est eux, c'est pas eux qui doivent laisser le pouvoir à l'entraîneur de décider pour tout le monde. Et ça, c'est... Alors, je propose un pacte de confiance. Désacraliser un peu la figure de l'entraîneur. Oui, tout à fait. Un pacte de confiance tripartite où on anticipe. Alors, c'est vrai que ça dépend des sports, parce qu'en foot, t'as l'impression que les parents, ils en font trop. Peut-être au tennis, ils sont peut-être trop en retrait. En fait, c'est une catastrophe. Il y a des parents qui sont interdits carrément. Qui trouvent que les parents s'impliquent trop, ils sont trop souvent là sur les matchs, ils interviennent, ils rentrent sur le court, ils arbitrent, ils sont pas contents, non. En fait, à un moment, il faut pas laisser l'éducation, en tout cas de son enfant, à une tierce personne qui est l'entraîneur. Le vouvoiement peut être intéressant. C'était Catherine Tanvier qui m'avait dit que toute son époque, ça a été quand même une des grandes joueuses françaises au début, qui a montré la voie du professionnalisme. Et elle me disait, j'ai toujours vouvoyé mes entraîneurs. Est-ce que, voilà, c'est d'encadrer et de dire, bon, bah alors, avant, ok, on se met d'accord, là, c'est un peu comme un... En fait, c'est garder une distance, en fait, de pouvoir avoir... de former nos coachs, nos entraîneurs de club à se dire, en fait, il y a des limites que je ne dois pas dépasser et je fais attention à mon langage. Et peut-être qu'on ne les laisse plus tout seuls. S'il y a un enfant sur un groupe de 5 enfants, s'il y en a 4 qui sont absents, on ne laisse pas le coach faire son cours tout seul. Et puis surtout, il ne faut plus ramener les enfants dans sa voiture. C'est-à-dire que les coachs, quand les parents demandent, ils disent non, je ne ramène pas votre enfant, c'est à vous de venir. Donc il y a une vraie responsabilisation en fait, il faut responsabiliser chacun. Chacun, en fait, on est tous responsables. On voit quelque chose et ce que je dis souvent, c'est qu'on doit signaler un comportement anormal, quoi. C'est tout. C'est juste, y a un truc qui me dérange. Au lieu de partir, de prendre mon enfant et d'aller ailleurs, non, je rencontre les dirigeants et je dis, voilà, là, il y a un comportement déviant. Est-ce qu'on peut lui mettre une étoile rouge? Et puis, s'il y en a 2, s'il y en a 3, et là, on va commencer sérieusement à se poser des questions. Mais vous êtes confiante quant à l'avenir? Oui, je suis confiante parce que les fédérations, elles se sont engagées en tout cas à monter des cellules intégrité, à avoir un vrai programme de formation. En tout cas, la Fédération française de tennis, on va sur le lift. Chaque enseignant doit se former, doit passer par cette
étape-là, aussi le contrôle d'honorabilité qu'a mis en place Roxana. Et c'est vrai qu'il y a quand même des choses de fait, mais c'est quand même les fédérations qui vont avancer peut-être plus vite que le ministère par moment, parce que ils sont quand même, la courbe est toujours montante. Toutes les fédérations aujourd'hui sont touchées, et on espère qu'un jour ça va redescendre. Et oui, les affaires continuent d'émerger d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et voilà, j'espère que plus on fera attention, plus on regardera ce qui se passe autour de nous. Quand on sort dans la rue, on fait attention. De partout, aujourd'hui, il faut faire attention. Donc, c'est pas que dans le sport. Aujourd'hui, si on laisse son enfant à un coach, parfois, les parents, ils déposent l'enfant sur le parking. Ils savent même pas qui est le professeur de l'enfant. Ils le récupèrent sur le parking. Donc, en fait, il faut qu'il y ait un vrai lien. Et je propose une journée en début d'année pour les clubs de tennis au mois de septembre. C'est d'avoir une thématique sur ce sujet en disant, voilà, nous, on va prendre votre enfant dans sa globalité. Et voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas nous demander. Et voilà comment nous, on va avancer avec vos enfants et avoir un discours bienveillant, être attentif à son évolution. Et voilà, quoi. Et je crois que c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais il faut aller dans les clubs, du coup. Il faut aller à la base. Et puissante Isabelle de Mongeau. Merci beaucoup, Isabelle, de nous voir aujourd'hui. Ex-numéro 2 française de tennis, ex-numéro 24 mondial, j'adore le préciser, chargée de mission intégrité et technique à la Fédération française de tennis, conférencière, fondatrice de l'association. Bien joué. Bien joué. Et on rappelle bien sûr la réédition de votre ouvrage Service volé. C'est aux éditions Les Sportives. Cette fois-ci, un grand merci d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de School TV Le Mag. Alix, on se retrouve demain. À demain. Merci. Ciao.